Rouler sur nos routes aujourd'hui un véritable casse-tête. Les usagers se demandent où mettre la roue. Le constat a été fait lors de la réunion annuelle des services des routes qui a débuté ce matin à Bamako. Bientôt, un grand procès sur la corruption dans notre pays. L'annonce a été faite ce matin par le Premier ministre Moussa Mara lors de l'ouverture des travaux de la table ronde sur la bonne gouvernance, transparence et développement. Et justement, c'est dans ce cadre que nous recevons le président de Transparency International qui nous parlera des enjeux de cette rencontre. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de 20h. Tout d'abord, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience deux personnalités. Il s'agit de Peter Eygen de Transparency International. Il est venu échanger avec Ibrahim Boubacar Keïta sur les activités de son organisation engagée dans la lutte contre la corruption. Quant à Tim Zaimer, il est venu dire sa satisfaction pour la bonne coopération entre son pays et le Mali dans le domaine de la santé. Pour le coordinateur du programme mondial des Nations Unies pour la lutte contre le paludisme, notre pays a enregistré des avancées très significatives. Reportage Tchemogo Sagara. La coopération Mali-États-Unis d'Amérique dans le domaine de la santé se porte bien, sinon très bien. Nos deux pays ont toujours fait chemin ensemble dans la lutte contre le paludisme. Le Mali enregistre des avancées notoires dans ce domaine. Ces propos ainsi paraphrasés sont du coordinateur du programme mondial des États-Unis pour la lutte contre le paludisme. Tim Ziemer a été reçu par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette longue coopération dans le domaine de la santé, notamment dans la lutte contre le paludisme, nous a permis en tant qu'États-Unis d'investir une somme d'environ 163 millions de dollars donc dans le programme de la lutte contre le paludisme au Mali. Le message que nous sommes venus aujourd'hui transmettre au président de la République, c'est la continuation, comme je l'ai le dire, du programme de notre engagement en faveur du programme de lutte contre le paludisme au Mali, et aussi le message est que nous sommes satisfaits de cette coopération dans le domaine de la santé. Parce que imaginez-vous, dans la sous-région, le Mali est numéro 2 en ce qui concerne la couverture donc, en termes de distribution de moustiquaires imprégnés. La deuxième personnalité reçue est Peter Eygen, fondateur de Transparency International. Professeur Dr Peter est venu échanger avec le président de la République du Mali sur la lutte contre la corruption, un fléau qui gangrène notre société. On a parlé sur la capacité de Mali d'être vraiment un pays riche, un pays en paix, un pays avec beaucoup de ressources humaines, mais aussi de nature. Et on a parlé de la nécessité d'améliorer la gouvernance dans ces pays, comme dans plusieurs pays en Afrique. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce que le président a décidé à faire. Et c'est pourquoi je sors de cette réunion avec un grand optimisme pour notre pays. Direction Koulouba toujours, nous restons là-bas. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire le jeudi 23 octobre 2014 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a examiné le projet de loi portant modification de la loi de finances rectificative 2014 et le projet de loi portant loi de finances 2015. Dans ce studio avec moi, Ibrahim Adjambele. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Amadou Sankaré. Ce soir également, on se retrouve pour le Conseil des ministres avec beaucoup de chiffres ce soir. Une session extraordinaire. Merci beaucoup. Tout à fait. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi de finances rectificative 2014. La modification de la loi de finances 2014, deuxième du genre, est justifiée par le souci d'améliorer l'exhaustivité et la transparence dans la gestion des recettes et des dépenses du budget d'État. Cette modification vise à augmenter les recettes du budget général de montant de 47,232 milliards de francs CFA et à inscrire des crédits dans le budget général
d'un montant total de 41,365 milliards de francs CFA. Les prévisions des ressources du présent collectif s'élèvent à 1682,437 milliards de francs CFA contre 1660,87 milliards prévus dans le premier collectif de 2014, soit une augmentation nette de 22,350 milliards de francs CFA. Les ressources augmentent ainsi de 1,35% par rapport au premier collectif de 2014. Cette augmentation résulte de l'accroissement des recettes du budget général de 1558,818 milliards de francs CFA et 1606,50 milliards de francs CFA, soit une différence de 47,232 milliards ou un taux de 3,3%. Ce surplus s'explique par le transfert de 25,800 milliards de francs CFA du fonds de remboursement de crédits TVA pour les inscrire dans les recettes fiscales du budget général et l'augmentation de prévision des ressources d'appui budgétaires généraux de 21,432 milliards de francs CFA pour tenir compte des annonces révisées de certains partenaires techniques et financiers. Les ressources des budgets annexes, comptes et fonds spéciaux se chiffrent à 75,387 milliards de francs CFA contre 101,269 milliards de francs CFA dans le premier collectif, soit une diminution nette de 24,269 milliards de francs CFA. Les dépenses, quant à elles, se chiffrent à 1823,48 milliards de francs CFA contre 1806,564 milliards de francs CFA dans le premier collectif, soit une augmentation nette de 16,484 milliards de francs CFA ou une progression de 0,91 imputable à la prise en compte de certaines charges, notamment la subvention supplémentaire à l'EDMSA, les équipements militaires réceptionnés en 2014, l'échéance de paiement de la tranche 2014 des travaux du port sec de l'armée en Guinée-Conakry, le reliquat des dépenses relatives aux travaux de construction du palais des sports et de la salle Afro-Basket, la majoration des crédits des entrepôts maliens dans les ports de transit. Au total, le présent collectif budgétaire 2014 est estimé en ressources à 1682,437 milliards de francs CFA et en dépenses à 1823,48 milliards de francs CFA. Il dégage ainsi un déficit de 140,611 milliards de francs CFA contre 146,477 milliards de francs CFA prévus dans le premier collectif budgétaire, soit une diminution de 4,0%. Ce déficit sera financé par la mobilisation de l'épargne à travers les titres d'emprunt émis par le Trésor. 2. Un projet de loi portant loi des finances 2015. Les recettes budgétaires de l'exercice 2015 s'élèvent en net à 1714,532 milliards de francs CFA contre 1660,87 milliards de francs CFA dans le budget rectifié de septembre 2014, soit une augmentation de 54,445 milliards de francs CFA ou un taux de 3,28% imputable à l'accroissement des recettes du budget général. Les ressources nettes du budget général s'élèvent à 1621,841 milliards de francs CFA en 2015 contre 1558,819 milliards de francs CFA dans le budget rectifié de septembre 2014, soit une augmentation de 63,2 milliards de francs CFA ou un taux de 4,4% imputable essentiellement à la hausse des recettes fiscales qui passe de 907,861 milliards de francs CFA en 2014 à 1025,8 milliards de francs CFA en 2015, soit 12,90% et aux ressources extérieures finançant le budget spécial d'investissement évoluant de 315,515 milliards de francs CFA en 2014 à 355,936 milliards de francs CFA en 2015, soit un taux de 12,81%. Les ressources des budgets annexes, comptes et fonds spéciaux du Trésor se chiffrent
à 92,691 milliards de francs CFA en 2015 contre 101,269 milliards de francs CFA dans le budget rectifié de septembre 2014, soit une diminution de 8,47%. Cette diminution est liée à la non-inscription des ressources du Fonds de développement de l'eau qui n'est pas opérationnel et à l'inscription du niveau réel de recouvrement des crédits TVA. En 2015, les dépenses sont prévues pour 1 785,452 milliards de francs CFA contre 1 806,564 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative de septembre 2014, soit une diminution de 21,112 milliards de francs CFA ou un taux de moins 1,17%. Cette diminution est due à la baisse des dépenses du budget général qui passe de 1 705,296 milliards de francs CFA dans le budget rectifié de septembre 2014 à 1 692,761 milliards de francs CFA en 2015, soit un taux de diminution de 0,74%, et des dépenses des budgets annexes, comptes et fonds spéciaux et qui sont prévus pour 92,691 milliards de francs CFA contre 101,269 milliards de francs CFA, soit un taux de moins 8,47%. Arrêté en ressources nettes à 1 714,532 milliards de francs CFA en termes de prévision de recouvrement et à 1 785,452 milliards de francs CFA en dépenses, le projet de budget 2015 présente un déficit prévisionnel de 70,920 milliards de francs CFA contre 146,477 milliards de francs CFA dans le budget rectifié de septembre 2014, soit une diminution de 75,557 milliards de francs CFA ou un taux de 51,58%. Ce déficit sera financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures et la mobilisation de l'épargne à travers les titres d'emprunt émis par le Trésor. Au total, le projet de loi portant loi des finances 2015 respectera en termes de convergence 6 critères de l'UEMOA contre 4 en 2014 et 4 critères de la surveillance multilatérale de la CEDEAO concernant les pays de l'espace UEMOA contre 3 en 2014. Et voilà, c'est tout, Amadou Sankaré. Merci Ibrahim. Merci et bonne suite. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Sur un tout autre plan, pour parler inclusif intermalien à Alger, les partis ont poursuivi aujourd'hui des sessions séparées à huis clos avec la médiation autour du document de synthèse proposé ces derniers jours. Les mouvements membres de la coordination des mouvements politico-armés de l'Azawad estiment qu'il ne prend pas en compte les aspirations de leur population. Quant à ceux de la plateforme, ils notent des points de satisfaction, mais aussi de grandes réserves. Je vous propose d'écouter Moussa Aga Acharawat Touman, chargé de communication du MNLA, de Maître Aruna Touré, président de coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance, et du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux, Idrissa Traoré et Yaya Konaté. C'est un document qui en réalité doit être une synthèse. Quand on dit une synthèse, ça doit être la proposition des deux camps. Mais malheureusement, on a l'impression que c'est un document qui reprend mot pour mot la proposition du gouvernement malien, c'est-à-dire la proposition de régionalisation. Et nous, on pense qu'au vu de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, au vu de cette crise qui a divisé le Mali en deux, on pense que le document qu'on nous a remis hier, compte tenu du contenu qu'il y a dedans, on pense que c'est un document qui n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire de la crise qu'on est en train de vivre actuellement au Mali, raison pour laquelle nous avons demandé à l'équipe de médiation internationale de nous donner un temps pour examiner de très près et en profondeur et en détail l'ensemble du contenu de ce document-là, pour que par la suite on puisse revenir vers eux avec des propositions meilleures, c'est-à-dire qui prennent en compte les côtés positifs du contenu du document qui nous semble à notre avis important, et on va essayer de les harmoniser avec le document qu'on avait déjà déposé ici. Qu'est-ce qui vous dérange particulièrement dans le document, le fait que la fédération n'y apparaît pas ou autre chose? Non seulement la revendication fédéraliste n'y apparaît pas, et l'appellation de l'Azawa, on ne le retrouve pas dedans.
l'entité Azawad n'est pas reconnue. Dedans, on apporte en réalité des réponses à des spécificités, c'est-à-dire par rapport à des cercles ou à des régions, mais pas forcément à une entité. Et puis aussi en matière de sécurité, en réalité, on ne voit pas d'innovation, on ne voit pas de créativité, on ne voit rien de nouveau. Nous avons trouvé effectivement dans ce document quelques points de satisfaction. Mais il y a des grandes réserves sur des questions essentielles, notamment les questions institutionnelles, qui doivent déterminer le contour de la nouvelle gouvernance dans les régions du nord du Mali. Les questions de sécurité qui nous paraissent primordiales, sans lesquelles il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de tranquillité. Et les questions de réconciliation, mais également de développement. Donc, partiellement, ça nous apporte satisfaction, mais globalement, nous avons encore des propositions d'amendement et d'amélioration à faire à la médiation. Alors, il est question donc d'apporter des observations, des améliorations à ce document aujourd'hui. Quelle va être votre démarche? Notre démarche, nous avons déjà apporté des observations préliminaires. Nous continuons le travail en ce sens que nous avons demandé, et ce qui est déjà prévu dans la feuille de route, à aller vers les populations, à aller vers les communautés, à aller vers les cadres, vers les mouvements, pour partager avec tout ce beau monde le contenu de ces documents, avoir leurs observations, et ensuite les mouvements se retrouveront pour tenir compte des observations qui nous seront faites et des recommandations qui seront également faites dans le cadre du processus. La médiation dans l'intermède a mis en commun toutes les idées et propositions des partis, essayer d'en tirer des synthèses pour faire des propositions de compromis possibles. Et ce sont ces propositions de l'équipe de médiation qui ont été transmises à chacune des parties. Et nous les avons reçues. Nous sommes en train d'examiner ces documents. Aujourd'hui, la partie gouvernementale a eu donc une session de consultation avec l'équipe de médiation pour poser un certain nombre de questions, avoir des clarifications, mais aussi donner notre appréciation générale. L'appréciation générale qu'on fait d'abord, c'est que ce document, à notre avis, constitue une bonne base. Une bonne base pour engager cette discussion, une bonne base pour évoluer, nous l'espérons très rapidement, vers un préaccord. Ce document, de notre point de vue, nous remercions d'abord l'Algérie et l'ensemble de l'équipe de médiation pour l'ensemble des efforts qui ont été consentis pour pouvoir mettre ensemble ces différentes idées, ces différentes propositions qui aujourd'hui commencent à prendre corps. Je vous le disais en titre, bonne gouvernance, transparence et développement, une trilogie au centre d'une table ronde ouverte ce matin ici à Bamako. À l'initiative de l'Institut des hautes études en management et ses partenaires, la table ronde réunit un parterre de partenaires politiques et universitaires, des représentants d'institutions et de la société civile. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre Moussa Mara a annoncé la tenue d'un grand procès sur la corruption au mois de novembre. Pour le chef du gouvernement, sans sanction, la lutte contre la corruption restera un 20 mots. On fait le point avec Bourama Traoré. Du discours à l'acte, le gouvernement du Mali tient tout simplement parole. La lutte contre la corruption et la délinquance financière entre désormais dans sa phase active. Dès ce mois de novembre s'ouvrira au Mali un grand procès sur la corruption. Une annonce faite par le Premier ministre Moussa Mara à l'ouverture de la table ronde sur la bonne gouvernance et la transparence. Nous attendons un grand procès en novembre prochain sur les dossiers relatifs à la corruption. Ce grand procès donnera l'occasion d'illustrer de manière pratique la volonté du chef de l'État et du gouvernement de donner corps à cette année 2014 proclamée année de lutte contre la corruption. Sans action, la lutte contre la corruption restera un vain mot. Cette décision du gouvernement se comprend aisément. En effet, aucun pays ne peut se développer tant que le tissu économique, social voire politique est engrené par la corruption et l'impunité. C'est pourquoi, outre l'ouverture d'un procès sur la corruption en novembre, le Premier ministre annonce également la mise en place de nouveaux instruments de lutte contre les fléaux. Dans les jours à venir, notre pays sera doté d'une politique nationale de transparence et qui sera suivie de mise en place d'un système d'information sur la transparence au Mali. Ces outils de gouvernance visent à définir et proposer un cadre référentiel dans lequel s'inscriront et convergeront toutes les initiatives du gouvernement
visant à promouvoir et à améliorer la transparence dans la gestion des affaires publiques. La finalité est de concrétiser la volonté politique du président de la République, à savoir nul n'est et ne sera au-dessus de la loi. La corruption est un mal mondial auquel il faut apporter une réponse mondiale, selon les fondateurs de Transparency International. Peter Eigen qualifie le phénomène d'une véritable hémorragie qui coûte à l'économie mondiale 5 milliards de dollars par an. Le rapport de Transparency International confirme l'ampleur de la corruption, surtout dans les pays en crise. Dans les pays en crise comme le Mali, la République centrafricaine, la Sierra Leone ou la Libye, on assiste à une accélération du phénomène de corruption. C'est ainsi que, toujours selon l'indice de corruption de Transparency International, de 2008 à 2011, notre pays est passé de la 96e place à la 118e place. Il s'est finalement retrouvé rétrogradé à la 127e place sur 177 pays classés en 2013. Ces chiffres interpellent clairement un changement de gouvernance afin de faciliter la réconciliation des citoyens avec l'État. Promouvoir la bonne gouvernance est la condition pour rendre plus efficaces les institutions d'État et de leur permettre de gérer de manière efficace et efficiente. La table ronde est donc perçue comme une grande opportunité d'échange et de propositions susceptibles d'aider le gouvernement à renforcer la transparence et à améliorer la gouvernance économique. La rencontre est le fruit d'un triple partenariat entre l'Institut des hautes études en management, la Fondation Friedrich Ebert et le gouvernement. Voilà pour être tout à fait complet par rapport à ce sujet que vous venez de voir. Nous recevons sur ce plateau M. Peter Eigen, fondateur, président du comité consultatif de Transparency International. M. Peter, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est un grand plaisir. Merci. Nous savons que votre organisation milite en faveur donc, de la gestion des affaires publiques. Pouvez-vous nous en dire plus par rapport à vos missions? Vous avez raison. Nous sommes convaincus que pour un pays comme Mali, c'est absolument nécessaire d'avoir une gouvernance efficace, une gouvernance honnête, une gouvernance juste, pour faire sûr qu'on peut maîtriser les problèmes, les défis que vous avez à ce moment-là. Et pour moi, c'était vraiment un grand plaisir, un grand honneur d'entendre aujourd'hui directement des autres personnalités dans votre pays comment ils ont compris cette année de zéro tolérance comme une mantra pour avancer dans cette situation difficile que vous avez à ce moment. C'est ça. Et maintenant, pourquoi le choix de Bamako pour abriter cette table ronde? Bon, moi j'étais très content que la Fondation Friedrich Ebert m'a invité. Et très rapidement, nous avons trouvé qu'aussi il y a ici un groupe de ITIE, c'était une organisation pour la gouvernance dans le secteur extractif. Et moi j'étais le président de cette organisation. C'est pourquoi je suis très content de parler avec eux. Aussi, à ce moment-là, certains bailleurs de fonds bilatéraux, par exemple les Allemands, ils ont experts ici pour assister, essayer de faire le secteur minier plus utile, plus bénéficiaire pour le peuple malien. Et ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui m'ont conduit à venir ici. Et quand j'étais même invité par son Excellence le Président pour parler avec lui et travailler avec le Premier ministre pratiquement toute la journée, c'était vraiment un privilège incroyable, une opportunité très très bonne de faire une contribution au développement de votre pays. C'est ça. Et Monsieur le Président, nous l'avons vu tout à l'heure dans le reportage qui vient de passer, selon l'indice de corruption de Transparency International, en 3 ans, le Mali a reculé dans le classement de la 96e place à la 118e. Quel commentaire vous en faites?
Bon, à mon avis, il ne faut pas exagérer l'importance de cet index. C'est toujours une occasion de discuter le problème de la corruption et nous sommes très contents que cet instrument a un tel impact important dans les médias internationaux. À mon avis, c'est beaucoup plus important ce que se passe sur le terrain. S'il y a une volonté politique de haut niveau de faire quelque chose, mais aussi il y a une conscience entre les peuples qu'ils ne peuvent pas accepter la corruption, qu'ils n'acceptent plus si les riches doivent être plus riches et les pauvres même plus pauvres. Et c'est un petit peu le problème que nous avons dans tous les pays du monde. Mais ici en Mali, avec les événements les derniers mois, c'est vraiment une chose beaucoup plus dramatique. C'est pourquoi vous avez besoin d'une gouvernance même plus forte que les autres sociétés. C'est ça. Et dernière question, vous venez d'entendre le Premier ministre qui présidait la rencontre, qui disait tout à l'heure qu'un procès contre la corruption va se dérouler en novembre. N'est-ce pas là une volonté politique? Oui. Ça vous encourage? Moi, je suis très content qu'il a une telle conviction, parce qu'il a raison. C'est très très important de réaliser des sanctions contre ceux qui sont coupables de la corruption. Nous avons à Berlin une campagne qui s'appelle No Impunity. Ça veut dire tout le monde qui est attrapé avec des actions corruptes doivent être sanctionnés. C'est ça. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le fondateur président du comité consultatif de transparence internationale et vous êtes là dans le cadre d'une table ronde qui a débuté ce matin à Bamako. Merci d'être venu. Et je vous remercie. Voilà, nous poursuivons avec cette édition ouverture ce matin à Bamako d'un atelier d'échange avec les organisations des jeunes sur les enjeux de la lutte contre la corruption et le rôle que joue le bureau du vérificateur général. Initié par l'ONU Femmes, cet atelier a présenté le bureau du vérificateur général le rapport annuel 2012, la procédure de saisine des pôles économiques et financiers. La cérémonie d'ouverture était présidée par le vérificateur général adjoint, compte rendu Mahamadou Doumbia. La présentation du bureau du vérificateur général, la présentation du rapport annuel 2012, la présentation de la procédure de saisine des pôles économiques et financiers, ce sont là les communications faites par le bureau du vérificateur général à l'endroit du Conseil national des jeunes. Conscient que la jeunesse est l'avenir d'une nation, l'objectif de cet atelier est de sensibiliser les jeunes sur les enjeux de la lutte contre la corruption et leur permettre d'avoir une classification des concepts de vérification financière ainsi que la méthodologie du travail du bureau du vérificateur général. Comme vous le savez, les jeunes constituent la frange la plus importante de la population. Et à cet effet, ils peuvent et doivent surtout constituer un relais essentiel en raison de leur dynamisme, pour qu'ils soient à même d'assurer la relève dans un contexte sans corruption. L'institution que le vérificateur général a l'insigne honneur d'incarner s'est donc fait le devoir inconditionnel et irrévocable de s'engager permanemment dans la lutte contre ce phénomène ultra dégradant pour l'économie de notre pays et anéantissant tous les efforts de développement. Les connaissances approfondies sur la lutte contre la corruption et la délinquance financière permettront aux jeunes d'avoir des concepts de vérification financière plus précis. À chaque fois que de l'argent public est détourné, c'est des emplois en moins qui sont créés pour les jeunes. Et donc, la jeunesse consciente, nous avons le devoir de nous lever contre ce phénomène-là. Le vérificateur général, qui est une autorité administrative indépendante, a pour mission, entre autres, d'effectuer un contrôle de performance et de qualité des services et des programmes et projets de développement. Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Kati, Aruna Keita, informe l'opinion publique nationale et internationale de l'arrestation de la directrice régionale des domaines et du cadastre de Koulikoro, Mme Koulibaly Ilham Nyang. Son arrestation est liée à une spéculation foncière à Djalakourbougou, dans la commune de Kalabankoro, cercle de Kati. Cette arrestation s'inscrit en droite ligne dans le cadre de la nouvelle directive donnée par le ministre de la Justice et des Droits
droits de l'homme, Maître Mohamed Ali Bathily, dans son slogan de « Nul n'est au-dessus de la loi », conformément à la volonté du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dans sa lutte contre la corruption et la spéculation foncière, pour une meilleure distribution de la justice et une saine application de la loi. L'opinion publique sera informée à temps réel sur la suite qui sera réservée à l'affaire. Le Premier ministre Moussa Mara a reçu en audience ce matin les ambassadeurs de Cuba et celui de la Chine au Mali. Les deux personnalités en fin de mission dans notre pays étaient venues faire leurs adieux au chef du gouvernement et aussi de témoigner l'excellence des relations entre le Mali et leurs pays respectifs. Compte rendu, Mohamed Oldemamouni. C'est Sidenio Acosta Adey, l'ambassadeur de Cuba au Mali, qui a été la première personnalité reçue par le Premier ministre Moussa Mara. Après 4 ans et 10 mois de mission dans notre pays, le diplomate cubain s'est dit satisfait du progrès accompli en matière de coopération entre Bamako et la Havane. Nous avions ici beaucoup de coopération dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation professionnelle, que ça se tient sur pied toujours, dans le domaine de la culture, le sport. Et cette fois-ci, Cuba est aujourd'hui en train d'apporter aussi au Mali une grande aide, parce que ce n'est pas directement ici au Mali, ça c'est dans la frontière, dans les pays touchés par l'Ebola, que Cuba, à la demande du secrétaire général des Nations Unies, avait décidé d'envoyer des brigades médicales sur la Sierra Leone, sur le Libéria et la Guinée-Conakry pour lutter contre l'Ebola. Et lutter contre le volat là-bas, c'est aussi aider le Mali pour que cette maladie n'arrive pas ici. Autre diplomate en fin de mission au Mali, le Chinois Chao Zhongming. Ami de longue date du Mali, la Chine intervient dans plusieurs secteurs de développement au Mali. Selon les diplomates chinois, de nombreux projets sont déjà ficelés et vont entrer bientôt dans une phase d'exécution. Grâce aux efforts de diplomatie et la coopération bilatérale se développe assez rapidement. Le don de matériel et des équipements de la prévention de le virus Ebola, ça fait 5 millions de yuan, équivalent 400 millions francs CFA. Ce don va venir la semaine prochaine. Et ces matériels et ces équipements pour prévenir le virus Ebola. Donc nous voulons démontrer notre soutien pour le peuple malien d'endiguer ce virus. En guise de souvenir, les deux personnalités ont reçu des mains du Premier ministre des cadeaux Made in Mali. Le 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains au savon. Notre pays a célébré l'événement aujourd'hui à Korofina Nord, en commune 1 du district de Bamako. La cérémonie était présidée par le Premier ministre au niveau national. Le thème retenu est le lavage des mains au savon, un moyen efficace de prévention des maladies diarrhéiques et de la maladie à virus Ebola. Nous écoutons ce reportage de Nyanya Aliou Traoré. Le geste peut paraître anodin ou ordinaire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il sauve des millions de vies. Le lavage des mains au savon est nécessaire aujourd'hui. Il fait partie des pratiques essentielles de prévention de contrôle des infections, notamment celles à virus Ebola. En la matière, même les tout petits ont conscience de son utilité. La leçon du jour a été bien assimilée par ses enfants. Reste aux parents ou dirais-je aux adultes d'adopter la pratique. La commémoration de la journée mondiale de lavage des mains au savon au Mali offre ainsi l'occasion aux autorités et aux organisations de lancer un appel pressant aux populations. Il n'est plus à démontrer que le lavage des mains au savon joue un rôle clé dans la prévention des maladies infectieuses et surtout des maladies diarrhéiques qui se propagent à partir des mains. L'objectif de cette journée est donc de renforcer l'appel en faveur des pratiques d'hygiène. Les enfants sont les premières victimes, avec plus de 3,5 millions de décès de moins de 5 ans chaque année dus à des maladies liées à la diarrhée et à la pneumonie. Le simple fait de se laver les mains au savon réduit de près de 50% l'incidence des taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans et de près de 25% les infections respiratoires. Ça a l'air d'être simple et c'est simple effectivement. Oui, le Premier ministre l'a dit.
Le geste est simple, moins coûteux et va sûrement contribuer à la réduction de 2/3 de la mortalité des enfants de moins de 5 ans d'ici 2015 comme prévu dans les EMD. Qu'on fasse en sorte que laver ses mains avec du savon soit un geste banal dans notre pays. Que tout le monde adopte ce comportement simple et fasse de ce comportement un compagnon de tous les jours. Que cela soit une réalité dans les familles, que ce soit une réalité à l'école, dans les structures sanitaires, partout. C'est en 2007 que la célébration de la journée du lavage des mains au savon a débuté dans notre pays. Comme dirait l'autre, des mains propres sont des mains sûres. Adoptons le geste pour en faire un réflexe. L'Assemblée nationale se dote d'un nouveau règlement intérieur. Dans ce document, le nombre de vice-présidents passe de 8 à 10, tout comme les secrétaires parlementaires. Cette mesure vise une meilleure représentativité de toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée nationale. Cet avis du parti majoritaire n'est pas partagé par l'opposition qui voit en cela un grand gâchis compte tenu de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Retour sur une matinée de travail avec Mohamed Diarra. Sur les 11 amendements proposés à la séance plénière de ce jeudi, 8 ont fait objet d'accord entre majorité et opposition. Les députés de l'opposition se sont abstenus lors du vote de 2 amendements. Il s'agit des amendements 2 et 6. Le premier est relatif à l'augmentation du nombre de vice-présidents qui passe de 8 à 10. Il concerne les postes de secrétaire parlementaire. Cette réforme devrait permettre, selon la Commission des lois constitutionnelles, une meilleure représentativité de toutes les sensibilités politiques à l'hémicycle. Ce que nous savons aujourd'hui de la configuration politique à l'Assemblée nationale, c'est que les groupes parlementaires sont passés de 5 à 4. Premier constat. En tenant compte de cet aspect très important de la diminution du groupe parlementaire, nous devrions être fondés de penser que la taille du bureau devait être revue, ou tout au plus garder le statu quo. Nous ne comprenons pas du tout pourquoi il y a une augmentation de la taille des membres du bureau. Le président de la commission des lois constitutionnelles bat en brèche ses arguments. Le représentant du groupe parlementaire VRD a pris part à tous les travaux. L'amendement a été adopté à l'unanimité des participants. Ça, c'est un premier aspect. Un second aspect, nous sommes rassurés au niveau des questeurs si cela entraînait une augmentation des dépenses. Nous ont répondu qu'à l'état actuel du budget de l'Assemblée nationale, cela n'engendrerait pas de nouvelles dépenses. Cet amendement a été voté par 108 députés, 2 contre et 22 abstentions. Et ce sont les mêmes arguments que l'opposition avance en s'abstenant de voter aussi l'amendement numéro 6. Un amendement qui stipule que les membres de la commission de contrôle de l'Assemblée nationale passent de 15 à 17 et dont le président est issu de l'opposition. S'agissant de l'amendement 7, il a été retiré car n'excluant pas de jours fériés pour la session des députés. Les 8 autres amendements ont été votés à l'unanimité par les députés. Il s'agit par exemple de l'introduction des votes électroniques. Les noms de certaines commissions ont aussi été reformulés. La communauté internationale célèbre demain, 24 octobre, la journée des Nations Unies, une occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine de saluer une organisation avec laquelle notre pays a su nouer un partenariat fécond dès les premières heures de son indépendance. Abdoulaye Diop, qui réitère à l'occasion sa confiance et son optimisme quant à la conclusion du dialogue intermalien à Alger par la signature d'un accord de paix global et définitif. Je vous propose d'écouter un extrait de ce message, propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Alger. La célébration de la Journée des Nations Unies intervient dans un contexte particulier pour notre pays,
qui œuvre avec le soutien et l'accompagnement de toute la communauté internationale à résoudre définitivement la crise récurrente que connaît le nord de notre pays par le dialogue et la réconciliation nationale. Nous voudrions réitérer ici notre confiance et notre optimisme quant à la conclusion du dialogue inter-inclusif malien en cours à Alger par la signature prochaine d'un accord de paix global et définitif qui préserve, conformément aux instructions et à la volonté de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État, et aux vœux de toute la nation malienne, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la forme laïque et républicaine de l'État. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays expérimente de la façon la plus profonde le partenariat fécond avec l'Organisation des Nations Unies, véritable institution universelle à laquelle le Mali a cru devoir, et à juste titre, adhérer seulement 6 jours après son accession à la souveraineté internationale, c'est-à-dire le 28 septembre 1960. À Busan, en Corée du Sud, la 19e conférence de plénipotentiaires a démarré ce matin. Comme président, secrétaire général de l'institution, c'est le Chinois Moulin Zhao comme secrétaire général de l'UIT. Seul candidat en lice, Zhao a remporté l'élection avec 152 voix et succédera à notre compatriote Dr Amadoun Touré. Il entre en fonction en janvier 2015 pour un mandat de 4 ans. Reportage Ibrahim Traoré avec la voix de Mohamed Ould Mamouni. Mr. Moulin Zhao has received 152 votes and then elected as the Secretary General of the ITU. C'est fait. Sans surprise, le Chinois Moulin Zhao est élu à l'unanimité comme le tout nouveau secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Cet ingénieur des TIC, devenu diplomate de carrière, possède plus de 30 ans d'expérience au niveau international. Il exerce actuellement la fonction de vice-secrétaire général de l'UIT, poste qu'il occupe depuis janvier 2007. Moulin Zhao remplace en janvier prochain Dr Amadoun Touré, qui achève 2 mandats à la tête de l'Union. Ce dernier ne cache pas sa fierté de servir l'UIT au nom du Mali et de l'ensemble du continent africain. J'ai aujourd'hui tous ces éloges-là, mais si jamais ça ne marchait pas, c'est mon pays qui serait critiqué, ou bien mon continent, ou ma race. J'en suis très conscient. Je redonne ça quand même à mon pays et à tout le continent africain qui m'a soutenu pendant toutes ces années-là. Le travail accompli par notre compatriote est magnifié par les autorités nationales. Le message du gouvernement est porté par le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Pour le Conseil de l'UIT, 60 pays dont le Mali sont candidats pour 48 sièges. Les élections se sont poursuivies dans la journée et 2 tours n'ont pas pu partager 5 candidats au poste de vice-secrétaire général. Ils représentent le Canada, la Mauritanie, le Nigeria, la Pologne et le Royaume-Uni. Cette PP14 élira également des directeurs des différents bureaux de l'UIT ainsi que les membres du comité du règlement des radiocommunications. Le Mali est à l'honneur en Chine quelque temps après la visite effectuée par le président de la République dans le pays où il a obtenu de nombreux accords qui viendront renforcer le partenariat entre le Mali et la Chine. Notre pays participe pour la toute première fois au Forum minier 2014 de la Chine, China Mining, sur invitation spéciale du gouvernement chinois. China Mining est un événement de plus en plus ancré dans le secteur minier en Asie et même mondial. La participation donc du Mali lui permettra de s'inspirer de l'exemple de ce pays dans le domaine minier. Le ministre des Mines, Boubou Cissé, y représente le Mali, accompagné par une forte délégation d'acteurs évoluant dans le secteur minier. Et puis, dans le cadre de la prévention contre l'introduction de la propagation de la maladie à virus Ebola sur le territoire national, le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'un cas suspect d'une fillette de 2 ans venue de Kissidougou en République de Guinée s'est présentée à l'hôpital Fousseni Daou de Caille le mercredi 22 octobre 2014. Dépêchés à Caille, les services spécialisés de santé ont procédé à un prélèvement sanguin sur le sujet. Après analyse, l'examen de l'échantillon s'est avéré positif ce jeudi 23 octobre 2014.
Par ce résultat d'analyse en laboratoire, le Mali connaît à ce jour son premier cas importé de maladie à virus Ebola. L'enfant malade et les personnes qui ont eu un contact avec elle à Caille ont été immédiatement identifiés et pris en charge selon les normes requises en la matière. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter la propagation du virus. Il assure les populations sur les mesures prises et en rappelle au calme et à la sérénité. Il convient de préciser qu'à ce jour, grâce à une diligente prise en charge, l'état de santé du sujet infecté s'améliore considérablement. Conformément aux orientations du président de la République, le gouvernement de la République du Mali, qui remercie tous ses partenaires pour l'assistance qu'ils lui apportent dans la lutte contre cette maladie, conseille aux populations d'éviter les déplacements non nécessaires vers les zones d'épidémie et de respecter les mesures d'hygiène et de sécurité édictées en la matière. Et par rapport à ce sujet, nous recevons le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, comment ce virus, en tout cas, a pu quand même passer par les mailles du filet, c'est-à-dire par rapport à votre dispositif sur le terrain? Comment cela est arrivé? Bon, je dois rappeler que c'est une fillette de 2 ans qui a voyagé en compagnie de sa grand-mère. Il est possible que des personnes puissent passer à des moments où les fièvres ne sont pas détectables et que plus tard, la maladie évolue et qu'il y a l'émergence de la fièvre, qui est le premier signe de la maladie. Donc, nous ne sommes pas en mesure de dire exactement comment elle a pu passer, mais on peut comprendre qu'elle ait pu passer. Quel est aujourd'hui l'état de cette fille? L'état de la fille, comme le service nous le rapporte, s'améliore grâce à une prise en charge précoce. Je dois rappeler que la fièvre hémorragique à virus Ebola n'est pas mortelle dans tous les cas, et principalement lorsque la prise en charge est précoce. Et ce qui a été le cas concernant cette fillette. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des consignes à donner au niveau des populations pour qu'il n'y ait pas de panique? Parce que quand il y a des cas, souvent on voit des paniques à certains niveaux. C'est vrai, particulièrement les populations de Caille, parce que c'est là-bas que la malade a été identifiée, sont invitées à garder le calme. Et il n'y a pas de panique, il n'y a pas à céder à la panique. Les populations doivent être sereines et être vigilantes, observer les mesures d'hygiène. Nous avons identifié les premiers contacts de la malade. Il s'agit maintenant pour toute personne qui aurait eu connaissance éventuellement d'une possibilité de contact que nous n'aurons pas repéré, de signaler ce contact-là. Et s'il s'agit de la personne, de se signaler elle-même pour être suivie. Puisque, comme je l'ai dit, la chance du malade, c'est d'être identifié rapidement et d'être pris en charge. Est-ce que cela veut dire que vous allez renforcer les dispositifs déjà sur place? Comment ça va se passer? Bien entendu, nous allons renforcer les dispositifs. Je dois rappeler que le renforcement des dispositifs n'est pas lié nécessairement à la découverte d'un cas effectif. C'est un dispositif que nous avons eu le souci de renforcer en permanence. Vous savez que ce matin, nous avons eu un exercice de simulation au sein d'un hôpital de la capitale, je crois, c'est l'hôpital Gabriel Touré. Et cet exercice de simulation s'est déroulé avec l'appui d'experts venus de l'extérieur, de CDC, de l'OMS. Et ces experts, quand nous leur avons fait appel pour venir évaluer notre système et nous aider à améliorer, on ne savait pas encore qu'il y aurait eu ce cas. Donc c'est dire qu'en permanence, nous avons le souci de renforcer le dispositif. Oui, c'est vrai, monsieur le ministre, face à la situation du virus, on sait qu'avant qu'on donne même cette nouvelle, il y a certaines structures qui ont eu quand même certains réflexes, surtout au niveau des établissements scolaires, les lavages des mains au savon. Est-ce que vous avez des consignes précises aujourd'hui à donner? Bien sûr, les lavages des mains au savon
le lavage des mains au savon est une consigne que nous avions voulu vulgariser, même avant l'apparition de cette maladie à virus Ebola, parce que c'est une mesure qui préserve contre d'autres maladies, comme les maladies diarrhéiques. Les années passées, nous avons conseillé la mesure par rapport aux maladies diarrhéiques. Cette année, nous avons insisté sur le cas de la maladie à virus Ebola, et le lavage des mains, l'hygiène des mains reste une mesure fondamentale, une mesure primaire pour se prémunir contre ce genre d'infection. Nous savons aussi que par rapport toujours à ce dispositif, il y a des numéros verts qui sont mis à la disposition des populations. Oui, il y a des numéros verts que vous-même avez l'amabilité de vulgariser. Effectivement. Et que le 88 00 89 si je ne me trompe pas. Ouais. Alors moi je ne m'en sers pas beaucoup. Bien sûr. Et nous avons les numéros bleus entre nous et les numéros verts c'est pour le public. C'est ça. Merci Monsieur le ministre d'être venu. Qu'est-ce que vous avez à ajouter pour mettre fin à cet entretien? Alors, ce que je vais ajouter encore, c'est pour insister sur la sérénité au niveau de la population. La situation est sous contrôle. Le chef de l'État est personnellement en train de suivre de près. Et donc, c'est pour cela que ces propos ont été rapportés ici en termes de conseil. Et toutes les évolutions sont directement contrôlées à son niveau. Et au niveau du ministère de la Santé, aussi bien qu'au niveau du Premier ministre et de l'ensemble des départements. Vous savez qu'il y a un comité interministériel de gestion des épidémies qui est à pied d'œuvre depuis plus de 8 mois, depuis le démarrage des premiers cas. Et ce comité va encore s'impliquer tant que nécessaire dans le contrôle de cette situation. Merci Monsieur le ministre, merci d'être venu et beaucoup de prudence. Nous poursuivons avec cette édition ouverture hier ici à Bamako d'un atelier organisé par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CMDID. Cet atelier a pour thème l'approfondissement des changements, les lois électorales et le projet de texte du statut particulier du district de Bamako. Une trentaine de représentants de partis politiques prennent part à cet atelier. Compte rendu Mahamadou Doumbia. L'appropriation des changements de la loi électorale et le projet de texte sur le statut particulier du district de Bamako, c'est le thème d'un atelier d'échange qui regroupe une trentaine de représentants de partis politiques. Malgré les appréhensions, la classe politique malienne, à l'unisson du peuple malien, a réussi à poser les difficultés du contexte politique en rapport avec les élections et à s'accorder sur l'impérieuse nécessité d'adopter un esprit républicain afin de le réussir pour amorcer véritablement la mise en place d'institutions légitimes. La connaissance approfondie des changements de la loi électorale délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale permet à l'avance aux partis politiques de maîtriser toute situation qui leur paraîtra confuse au cours des prochaines échéances électorales. Cette expérience doit être capitalisée pour permettre au processus démocratique malien de se consolider et de servir les préoccupations des Maliens comme l'exige toute démocratie. La loi électorale, sur plusieurs points, faisait l'objet de griefs de la part des acteurs politiques et institutionnels, d'où la nécessité de sa relecture pour des élections communales et régionales satisfaisantes. La mobilisation des Maliens sur ces questions ne doit s'ouvrir d'un clivage quelconque quant au but recherché, même si, comme l'exige la démocratie, parmi les changements apportés à la loi électorale, objet de cet atelier, on retient entre autres que la commission électorale du district de Bamako ou celle du Cercle assure la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations référendaires des élections présidentielles, législatives, communales ou de celles du district de Bamako. On fera de la région une circonscription à l'image de la commune et du Cercle. Donc ça, c'est une grande innovation. Autre innovation, c'est que le président de l'organe, il ne sera pas élu par ses pairs conseillers, mais directement suite à l'élection au suffrage universel direct, la liste majoritaire aura sa tête de liste désignée comme président du conseil régional.
Cet atelier de dialogue interparti qui s'inscrit dans une perspective indispensable contribuera à l'émergence d'un environnement favorable pour l'organisation des élections communales et régionales crédibles et apaisées. Plus de 8 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet formation des enseignants et évaluation des apprentissages en abrégé forme. Financé par l'ambassade du Canada au Mali, le projet vise à améliorer la qualité de l'enseignement à travers 2 composantes. C'est ce que nous dit Agali Agagissa. La formation des maîtres et l'évaluation des apprentissages sont des maillons importants dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et c'est pour cette raison que l'ambassade du Canada vole au secours du système éducatif malien, affecté par la crise récente qu'a connue le Mali. Le projet dénommé Former va s'étendre sur 5 ans, 2014-2019. L'école malienne est en difficulté. Le Canada estime que c'est son rôle d'accompagner le Mali par la formation des enseignants, bien sûr, de façon à améliorer la qualité de l'enseignement ici au Mali et à former des gens qui sont capables d'assumer ensuite des responsabilités, les responsabilités importantes qui permettent d'accompagner le développement. C'est 8 milliards de francs CFA. Le projet qui, sans nul doute, fait nourrir beaucoup d'espoir a des axes prioritaires. Le projet comporte 2 composantes. L'une consacrée à la formation continue des enseignants et l'autre à l'évaluation des apprentissages des élèves. Nous en attendons une amélioration des résultats scolaires des jeunes filles et des jeunes garçons de l'enseignement fondamental. Le projet Former, qui est une initiative du gouvernement malien, fait partie de l'appui canadien au secteur de l'éducation. Il concerne toutes les régions du Mali. Autre grand titre de cette édition, plus de 16 milliards de francs CFA ont été investis en 2013 dans l'entretien de la construction des routes, mais force est de constater que l'état de ces bitumes reste alarmant. C'est ce qui ressort de la réunion annuelle des services des routes qui a ouvert ses travaux ce matin à Bamako. Un cadre approprié pour faire l'analyse des difficultés rencontrées, compte rendu Daouda Sidiki Diarra. La route est un vecteur essentiel de développement et de désenclavement. Le constat est là. L'état de nos routes est alarmant. Vu l'ampleur des besoins, cette réunion annuelle des services des routes est la bienvenue. C'est un cadre approprié pour faire l'analyse des difficultés et des problèmes rencontrés. Je sais qu'il y a eu des difficultés dans l'exécution d'un nombre important de nos projets routiers en 2014. En dépit de ces difficultés, nous avons pu démarrer et continuer plusieurs projets. Mais des efforts restent encore à faire, surtout dans le domaine du désenclavement. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, le gouvernement du Mali a déployé des efforts pour entretenir, construire et réhabiliter des routes. En matière d'entretien courant des routes, une enveloppe budgétaire de plus de 16 milliards de francs CFA a été allouée par le Fonds d'entretien routier. Ces ressources mobilisées ont permis l'entretien d'environ 8500 km de routes prioritaires, dont 4800 de routes revêtues. En vue de sauvegarder durablement notre patrimoine routier, les partenaires techniques et financiers seront toujours là. Développer le patrimoine, c'est une chose essentielle, mais plus essentielle encore pour nous, effectivement, c'est peut-être un peu une rengaine, mais c'est de préserver le patrimoine routier. Préserver le patrimoine routier, ça veut dire qu'on ne réalise pas des routes nouvelles sans s'assurer que les routes existantes continuent à être vraiment fonctionnelles. Dans le souci d'engager des résultats concrets, le ministre a exhorté l'ensemble des structures chargées de l'entretien routier à avoir un esprit créatif. Vous devez effectuer des audits techniques avant, pendant et après les travaux d'entretien routier, et cela doit être la locomotive de vos relations avec les entreprises. Il revient donc aux participants d'approfondir la réflexion sur toutes les questions soulevées au cours de ces 2 jours de travaux. Du 19 au 21 octobre, le ministre du Développement rural a effectué une visite de supervision dans la région des Cailles. Au cours de cette mission, Boukari Keïta a rencontré les producteurs et les cadres relevant de son département. Il a également visité de nombreuses infrastructures de développement rural comme le périmètre irrigué de Manantali, la station de pompage de Maïna, des pistes rurales et de nombreux marchés à bétail. Envoyés spéciaux, Abdou Salam Bambara, Siratigi Traoré.
4 jours d'échanges avec les éleveurs et les producteurs agricoles, mais aussi 4 jours de discussions franches avec les cadres relevant de son département. C'est en substance ce qu'on peut retenir de la mission du ministre du Développement rural en première région. Pour le ministre Bokari Treta, autant le mérite doit être célébré, autant la sanction doit être appliquée. Le ministre du Développement rural reste également convaincu que seuls les Maliens vont construire le Mali et que c'est seulement le travail qui crédibilise le discours politique. Quand donc le gouvernement, l'État font confiance à des responsables, font confiance à des zones, à des bassins de production, ou à des populations de bassins de production, pour estimer que c'est là qu'il faut accepter, consentir des sacrifices au niveau de l'État, mobiliser des ressources pour investir avec l'idée que donc vraiment cet investissement servira donc à promouvoir et les populations de ces zones concernées et produire d'impact vraiment donc positif pour l'ensemble du pays. Les cadres doivent comprendre la responsabilité qu'ils mesurent sur les épaules. Ces conclusions ont été tirées après la dernière étape à Caille et Djema. À Caille, le ministre du Développement rural a visité un abattoir frigorifique en construction par un consortium d'opérateurs économiques privés maliens d'un coût total de 2 milliards de francs CFA. Dans les conditions d'organisation de notre élevage, ravitailler un abattoir à 300 têtes par jour n'est pas un exercice facile. Il faut beaucoup d'organisation et de méthode. Le ministre du Développement rural a également visité les nouveaux locaux des services vétérinaires et ceux de la production animale avant de se rendre au marché à bétail de Caille et Djema. Au total, le ministre a visité 5 marchés à bétail, 2 pistes rurales en construction, 2 périmètres irrigués et l'ensemble des services locaux et régionaux relevant de son département, bien sûr dans les localités visitées. Des numéros à retenir pour toute information sur Ebola, vous pouvez appeler au 80 00 89 89 ou au 80 00 88 88. Je reviens sur ces numéros de téléphone verts. Vous pourrez appeler donc par rapport au virus Ebola au numéro 80 00 89 89 ou au 80 00 88 88. Parlons activité politique. Après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats de l'ADP Maliba et du PDS. Et puis, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats et les représentants des partis politiques dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le vendredi 24 octobre 2014 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, monsieur Issa Zerbo Adema, PASJ. C'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain, 10h, 13h, une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga pour les éditions du soir. Retrouvez Aoui Touré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.